Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter différents exemples de projets de biologie synthétique basés sur des projets d'iGEM. Le premier projet, Netlantis, traite le problème des filets de pêche qui se retrouvent perdus dans les mers et océans et qui se dégradent mal. 25 000 filets de pêche sont perdus chaque année, en comptant seulement l'océan Atlantique Nord-Est. Ils font partie des débris marins les plus néfastes, causant ainsi la mort de centaines de milliers d'animaux marins chaque année. 46% du poids de déchets du Pacifique est constitué de ces filets de pêche, ce qui représente une zone 3 fois plus grande que la France. Enfin, ces filets de pêche causent aussi l'accumulation de microplastiques dans l'eau. Pour remédier à ça, Netlantis voudrait créer un filet biodégradable avec comme matériau principal de la soie d'araignée aquatique, qui est élastique et qui a une grande résistance à l'attraction, étant ainsi adapté à l'environnement aquatique. Pour que le filet soit résistant dans le temps, ils ont ajouté une couche de protéines protectrices sur la soie d'araignée. Pour que la protection soit optimale, il faut également que cette protéine s'attache spécifiquement au filet et non à d'autres composants dans l'eau. Netlantis a donc ajouté un système de lock and key, c'est-à-dire comme une serrure et une clé, avec attaché à chaque bout de la clé ou la serrure le filet ou bien la protéine de protection. Enfin, ils ont pensé à d'autres fonctionnalités additionnelles que pourrait avoir ce filet biodégradable. La fusion de protéines aux fonctions diverses à la protéine de protection pourrait donc être effectuée. Par exemple, un système de détection pour prévenir les pêcheurs, ou bien de la bioluminescence afin d'empêcher des espèces en danger d'extinction d'être attrapées. Le deuxième projet dont nous allons vous parler s'appelle OpenPlast. Ce projet, lui, se concentre sur le problème de l'agriculture, qui est sous pression face au changement climatique. Températures élevées, sécheresse et inondations sont des obstacles importants à une bonne récolte et donc à l'approvisionnement de nourriture d'une population. Les cultures ont besoin de plus de résistance, mais la vitesse d'innovation dans ce domaine est trop lente. Avec une population grandissante qui atteindra 10 milliards de personnes en 2050, il est plus que nécessaire de trouver une solution afin d'éviter des famines potentielles dans le futur. OpenPlast a donc décidé de fabriquer un système qui pourrait permettre d'accélérer les découvertes dans le domaine de l'ingénierie des plantes. Ils ont créé un cell-free system à partir de chloroplastes, permettant d'étudier différentes cultures industrielles ainsi que des modèles de plantes. Les chloroplastes ont certains avantages. Ils permettent une grande précision dans l'ingénierie génétique et ne sont pas transmis par le pollen, évitant ainsi la propagation d'un organisme génétiquement modifié de manière incontrôlée dans la nature. En plus de ça, ils ont voulu tester des parties de biologie synthétique, c'est-à-dire différentes parties que l'on peut mettre sur un plasmide de chloroplaste, afin de pouvoir étudier plus facilement les plantes à partir du cell-free system. Nous allons voir maintenant comment ils ont fait pour obtenir leur cell-free system de chloroplaste. Premièrement, OpenPlast a pris des feuilles très vertes de plantes et les a mixées au blender. Deuxièmement, la mixture a été passée à la centrifuge et ils ont récolté les chloroplastes qui sont restés dans le fond du tube. Troisièmement, les chloroplastes intacts ont été séparés grâce à une centrifugation par densité et ont pu ainsi être récoltés. Quatrièmement, les chloroplastes intacts récoltés ont été lavés et lysés. Ensuite, le tout est passé à la centrifuge et le supernatant est récolté. Celui-ci contient tous les débris cellulaires nécessaires à la transcription et traduction des gènes du chloroplaste. Ainsi, l'expression des gènes de chloroplastes de différentes espèces peut être étudiée, permettant ainsi des expériences simples et nombreuses sur les plantes. Le troisième projet dont nous allons vous parler s'appelle Rapidemic et se concentre sur trouver une solution au problème des tests lors de pandémies. Pendant la pandémie du Covid-19, confinement et quarantaine ont laissé un nombre incalculable de personnes sans emploi et ont sévèrement ralenti l'économie. S'ajoutant à cela, certains délais pour pouvoir se faire tester ou bien un manque d'efficacité des tests résultent en une sous-estimation de l'évolution de l'infection pendant la pandémie. Certains tests, comme les tests PCR, sont trop chers. Les tests antigènes, eux, prennent beaucoup de temps. Enfin, les tests anticorps ne peuvent pas être utilisés si l'infection vient de débuter. La pandémie du Covid-19 n'était ni la première ni la dernière. Il est donc nécessaire de trouver une solution pour des tests rapides, efficaces et faciles à utiliser. C'est dans cette optique que l'EPIC Rapidemic a décidé de créer un test diagnostic rapide pour permettre des tests plus fréquents et ainsi contrôler l'avancée de la pandémie. Leur test permet de détecter l'ARN ou ADN du pathogène, permettant un diagnostic dès le début de l'infection.
Il fonctionne par l'addition de primers, ce qui rend le kit de diagnostic adaptable à différents pathogènes. Dans leur design du projet, ils ont essayé de rendre ce test accessible à tous, indépendamment de la zone géographique, en le rendant facile à utiliser et en évitant le besoin de passer par un laboratoire. Nous allons maintenant expliquer dans l'ensemble comment leur test fonctionne. Il est composé d'un boîtier imperméable à la lumière afin d'éviter d'endommager les composants du test. À l'intérieur, il y a 9 puits, séparés en 3 lignes différentes, qui contiennent l'échantillon à tester, un contrôle positif et un contrôle négatif. Ces 3 composants vont passer tour à tour parallèlement par une réaction RPA, LSDA et colorimétrique. La dernière réaction, celle colorimétrique, permet de savoir si le pathogène est présent ou non dans l'échantillon. Nous allons voir maintenant chaque étape de manière plus détaillée. La première étape, le RPA, ou Recombinase Polymerase Amplification, permet d'amplifier l'ARN ou ADN du pathogène s'il est présent grâce à des primers. Cela produit un brin d'ADN ou ARN avec un site de reconnaissance de l'enzyme nicase et une séquence GQ. Ensuite, il y a la LSDA ou Linear Strand Displacement Amplification. Dans cette étape, la nicase coupe le brin supérieur d'ADN, puis une polymérase à déplacement de brin allonge le bout. La séquence GQ est alors relâchée. Enfin, la dernière étape arrive, la réaction colorimétrique. Le brin GQ, relâché après le LSDA, se lie à de l'hémine et du KCl, formant ainsi une dénazyme. Celle-ci, en contact avec du TMB et de l'hydrogène peroxyde, crée un précipité bleu. Avec l'ajout d'acide sulfurique, la couleur devient jaune. Nous voilà maintenant arrivés au dernier exemple venant du projet Oh My Gut. Cette équipe a voulu trouver une solution au problème des maladies rénales chroniques, qui est une maladie où les reins perdent graduellement leur fonction au cours du temps. Cette maladie ne produit aucun symptôme, ce qui la rend très difficile à détecter. On lui a ainsi donné le nom de tueur silencieux. Elle n'a donc actuellement pas de traitement. Elle touche pourtant 10% de la population mondiale et est ainsi qualifiée comme une crise de santé mondiale, causant la mort d'au moins 2,4 millions de personnes par an. Comme elle est souvent détectée tard, elle est donc en plus très coûteuse à l'État. L'accumulation de picrésol est associée à une détérioration des maladies rénales chroniques, mais aussi à des maladies cardiovasculaires et d'autres complications de santé. Cette molécule est originaire du côlon, dans lequel les bactéries métabolisent les excès d'acides aminés aromatiques provenant de la nourriture en composés phénoliques comme le picrésol. Oh My Gut a donc décidé de cibler cette molécule afin de réduire ses concentrations dans le corps. Cette équipe a créé 2 solutions au problème. Chrysolve, un probiotique qui est capable de cibler spécifiquement le picrésol dans les intestins, ainsi que ses précurseurs. Et Chrysense, un outil de diagnostic qui permet de quantifier la quantité de picrésol dans le sang. Voyons plus en détail Chrysolve. Ce probiotique est capable de convertir la tyrosine, un des précurseurs de picrésol, en une autre molécule, l'acide picoumarique, utile pour le corps. Il est également capable de réduire la population de Clostridium, une souche de bactéries qui est un précurseur majeur du picrésol. Tout d'abord, afin de pouvoir convertir la tyrosine, Escherichia coli a été conçu pour exprimer TYRP, pour transporter la tyrosine à l'intérieur de la bactérie, ainsi que TAL, la tyrosine ammonialiase, afin de convertir la tyrosine en acide pécoumarique. Ensuite, pour réduire la population de Clostridium, Escherichia coli a été conçu pour exprimer YEBF, qui est une protéine excrétée par la bactérie, fusionnée par la bactériocine, qui est, elle, capable d'éliminer des Clostridium. Pour finir, nous allons vous expliquer comment Oh My Gut a créé leur senseur de picrésol. Ils ont utilisé Pseudomonas fluorescens, qui est un opéron positivement inducible, PCHR, qui peut se lier au picrésol, et donc il est possible de l'utiliser comme inducteur. Cette bactérie a été conçue afin de produire du GFP, une protéine fluorescente, en présence de picrésol. Il est ainsi possible de détecter sa présence facilement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, voilà la liste des projets présentés avec le lien vers leur site web. En dernier, vous pouvez trouver le lien vers les autres projets d'iGEM que vous pouvez explorer librement.